Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de druide. Je suis Christophe Rousseau et je suis heureux de retrouver à nouveau ma druidesse préférée, Joël. Bonjour Joël. Coucou Christophe. Bonjour à tous. Bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant qui est très 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 important pour Joël, puisque c'est une de ses premières amours, je crois. Mhm. On va parler de géobiologie. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Peut-être on va commencer déjà, Joël, par expliquer ce que ça veut dire, ce que c'est la géobiologie. Alors si on décortique le mot Christophe, du coup on a géo, le sol, bio, vivant, et logie, l'étude, donc c'est l'étude du sol vivant. La géobiologie au sens de pratique dans les arts druidiques, vu que c'est le thème de ces différents épisodes, c'est l'influence de l'habitat ou du lieu au sens large sur l'humain ou la vie au sens large, et l'influence de la vie sur l'habitat dans l'autre sens, en fait, l'un et l'autre. Il faut considérer que tout a une influence sur le vivant, donc nous, en tant qu'être vivant, on reçoit une influence du lieu dans lequel on vit, si on le met sur l'habitat, ou dans la nature, si on va vers des menhirs. Je sais que toi, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, aller te balader auprès des pierres en Bretagne, par exemple. Si on va dans ce genre de lieu, la géobiologie nous permet de comprendre et d'interpréter sous forme d'études l'influence du lieu sur l'être humain, et donc du coup aussi pourquoi ce lieu aurait pu être construit, et en interprétant ces influences, quel était le rôle de ces lieux. Donc c'est extrêmement vaste, parce que tu vois que ça s'intéresse tant à l'habitat en tant qu'espace de vie que à des lieux dans la nature et à des pratiques très très anciennes. Ok. Donc est-ce que ça veut dire que les druides utilisaient cette science, cet art, déjà pour identifier des endroits où il était bon de s'installer pour le clan, par exemple? Alors oui, comme le druidisme, il s'inscrit dans la tradition celtique, dans la civilisation celtique, qui en fait a vécu le changement de nomade à sédentaire. Ouais. Et donc dans la dimension du nomadisme, c'est important de choisir l'endroit dans lequel on se trouve, ou dans lequel on va s'implanter, pour différents facteurs. Bien sûr, il y a le facteur des ressources, qui est essentiel et qui fait que les gens étaient nomades jusque-là, parce que la terre, en sortant de la glaciation, ne pouvait pas subvenir suffisamment aux besoins du clan. Les ressources n'étaient pas suffisantes, et donc du coup ça impliquait du nomadisme. Et au-delà des ressources, l'influence du lieu sur lequel ils choisissaient d'implanter leur campement pendant un certain temps, c'était essentiel. Et donc pour ça demandait une certaine écoute du lieu. Donc il y avait plein de techniques différentes, mais les techniques les plus proches auxquelles j'ai eu accès et en fait qui ont continué d'être transmises oralement et qui étaient encore pratiquées par les bergers maintenant, c'est de voir où, typiquement, ils utilisaient beaucoup les moutons, où les brebis se tenaient le plus longtemps. Et donc, où se tenaient les brebis le plus longtemps permettait de définir un endroit sain. Ils remarquaient que ça, c'était des endroits sains.
Alors, c'est marrant parce qu'on a observé un peu avec d'autres types d'animaux et chaque animal a un peu sa prédilection pour des types d'endroits différents au niveau géobiologique. Ça a été une des études en géobio de dire, tiens, les chats, les chiens, les ânes, etc., les abeilles, les fourmis, qu'est-ce qu'elles préfèrent comme type de lieu? Et c'est marrant parce que chaque animal, finalement, il va choisir un lieu différent pour s'y installer. Typiquement, les fourmis, elles aiment des lieux très négatifs et donc on n'aurait pas idée à s'installer sur une fourmilière, déjà dans l'absolu, hein, Oui. A priori pas. a priori pas, mais sinon on n'aurait pas idée à installer son campement dans le lieu où il y avait autrefois une fourmilière. Mais par contre, ils ont remarqué que les brebis, c'est en fait un animal qui va être sensible, de manière similaire à l'influence du lieu que des êtres humains et donc du coup, où des brebis se sentent bien, un être humain se sentira bien aussi. Ah, c'est intéressant ça. C'est rigolo, hein? Par contre, ou un chat, non. Un chat, non. Oui. Un Bon. chien, oui. Un chien, assez. Mais un chat, non. On se met pas où il y a un chat. Ouais, en général, les chats, ils s'installent à des endroits, qui sont pas forcément bons pour nous. Oui, ils aiment pas, en fait, il y a plusieurs choses avec les chats. C'est qu'eux, ils ont tendance à prendre nos charges. C'est ça. Ils ont une forme d'empathie comme ça, où ils gardiennent le monde invisible du lieu et donc du coup, ils ont tendance à prendre nos charges, donc ils vont, se mettre dans des endroits qui sont chargés, soit par nous, parce que, par exemple, on a eu une grosse crise de larmes ou une grosse émotion sur le canapé et juste après, voyez votre chat soit venir sur vous pour prendre la charge ou alors soit s'asseoir, enfin se coucher sur le canapé à cet endroit-là après coup. Ou alors sur, des endroits assez négatifs dans la maison, ils aiment bien ça. Après, je sais que les chats, ils ont tendance à nous protéger aussi, donc ils auront tendance un peu à faire ça, en se, entre guillemets, «sacrifiant», Ouais, pour nettoyer et purifier le monde invisible. C'est important d'avoir un chat chez soi à part ça, hein, c'est parce ça, que c'est des excellents gardiens de lieux. très utile. Mmh. En plus des vertus, thérapeutiques, reconnues maintenant, Oui, complètement. du ronronnement du chat et du bienfait, qu'ont les chats. Mmh. Mais bon, on digresse un peu là. Mmh. Heu, alors, OK, l'étude des lieux, du sol, les endroits, enfin voilà, comment s'installer, bon, OK, je comprends. Est-ce que mais du coup, juste pour éclairer un peu ou pour être plus concret, ça consiste en quoi maintenant, à notre époque, des études de géobiologie? Quand on t'appelle typiquement pour faire des diagnostics, on t'appelle pour quelles raisons et pour faire quoi? Alors, bon déjà le terme géobiologie, c'est aussi un terme universitaire. Donc la géobiologie, universitaire est une variante de la géologie, enfin une spécificité Oui. de la branche de la géologie. Donc juste pour spécifier, on n'est pas sur, la géobiologie universitaire, nous on est sur une géobiologie, associée à une pratique dans les arts druidiques anciens, que Mmh. beaucoup de personnes pratiquent, pas forcément en lien avec le druidisme. Mais nous, on a vraiment à cœur à transmettre la tradition et donc du coup, on est sur une géobiologie traditionnelle. Donc traditionnellement, la géobiologie, elle s'intéressait à des lieux, avec des populations qui étaient moins figées que maintenant et donc maintenant, on est sur des lieux où les gens, ils vont être dans des gros bâtiments. Qu'est-ce qui fait que les gens m'appellent? Souvent, c'est des problèmes de sommeil. C'est, la Ouais. majorité des cas, c'est des personnes qui dorment pas bien ou qui ont remarqué que leurs enfants ont des comportements, anxieux ou, voient des choses passer ou des phénomènes paranormaux. Ça peut aussi arriver que ce soit les animaux qui voient des choses et donc du coup, les humains, ils flippent complètement parce qu'ils se disent: «Mon chat, il regarde un truc que je ne vois pas, donc faisons venir la géobiologue». Souvent, les gens, ils me font venir pour le paranormal, mais sans prendre en compte que la pratique géobiologique, elle est extrêmement vaste et que la partie paranormale, elle est uniquement, une petite partie de l'art druidique de la géobiologie. Mais c'est une partie que j'aime bien. C'est voilà, ça fait partie, de la pratique des ce qu'on appelle les chasseurs de fantômes et Ouais. bah, je trouve ça assez chouette, j'aime bien cette pratique-là, elle est intéressante pour moi. Et sinon, ça peut être, ben, des gens qui sont simplement curieux de l'énergie de leur lieu. C'est plus rare, mais il y en a qui me disent, «Ah ben, en fait, je me sens bien chez moi, mais j'ai envie de comprendre pourquoi je me sens bien chez moi». Et ça, c'est chouette parce que c'est des personnes qui s'intéressent vraiment à leur lieu
et qui ont une réelle curiosité de cohabiter, en fait, avec, l'âme du lieu et de se dire: «Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien et comment je peux faire pour que ça soit encore mieux?» Mmh. Ça, c'est chouette aussi. Et puis sinon, bah, on a des lieux avec, ben, des personnes qui sont électrosensibles, on a des personnes qui ont des divorces répétitifs, des maladies à répétition, des lieux où personne reste, ils déménagent tout le temps. Voilà, plein de sortes de lieux différents avec plein d'histoires différentes et voilà. Des gens qui emménagent et qui ont entendu dire que dans cette maison, il y avait eu, un suicide, par exemple. Et il faut voilà, ils aimeraient être rassurés sur le fait qu'il y a plus de traces, de l'histoire du lieu. Ça peut être des histoires tragiques comme des histoires très belles. Et ce qui est chouette, c'est aussi c'est un art qui est très vaste parce que finalement quand on arrive chez quelqu'un, on découvre tout un monde. Tu vois, c'est vraiment une maison qui a toute son histoire et donc du coup, c'est la géobiologie, c'est un art qui s'applique, hem à une variation de cas qui est immense et chaque lieu est un nouvel apprentissage pour moi, tu vois? J'arrive quelque part et je mets ma casquette de détective pour commencer et puis, ben, je regarde, j'observe, j'écoute ce que les gens me disent, les Ouais. symptômes qu'ils ont dans le lieu et je me dis: «Tiens, ces symptômes, d'où est-ce que ça peut venir?» Alors avec l'expérience là, je pense que j'ai, je sais pas, plus de 800 expertises dans les pattes, j'en sais rien, j'ai jamais trop compté. Ça fait très longtemps que je pratique ça, ça fait, ben, bientôt une vingtaine d'années que je pratique la géobiologie et donc du coup, c'est quelque chose qui pour moi, avec le temps, en fait, je me familiarise beaucoup avec les perceptions et donc il y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup de cas qui, pour moi, vont vite à comprendre, mais il y a toujours des cas surprises. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qu'on détecte dans un lieu? Oui. Bah, c'est extrêmement vaste, c'était ta question. Alors, la chose par laquelle je commence dans une expertise, c'est toujours de faire un tour du lieu pour ressentir les différentes variations dans chaque pièce. Donc ça, c'est ma première détection. Ça va être, de faire le tour. Ensuite, je vais faire de la détection de réseaux telluriques. Les réseaux telluriques, c'est une partie, qui correspond aux lignes de force de la Terre, que je peux développer après si tu as envie que je t'explique plus sur les réseaux. Oui. Ensuite, il y a une partie sur l'électrosmog. Donc là, ça va être la partie la plus concrète parce que j'ai des appareils pour mesurer le monde électromagnétique, enfin l'univers électromagnétique dans lequel se trouve le lieu. Ensuite, je vais regarder les failles et les courants d'eau souterrains, donc ce qu'il y a dans le sous-sol, l'aspect géologique, sur quoi est construite la maison au niveau géologique. Ensuite, je vais voir tout ce qui est mémoire des murs, mémoire du sol, présence éventuelle d'entités, de charges, de phénomènes divers et variés dans le monde invisible. Je vais écouter les gens, ce qu'ils ont à me dire, les gens physiques. Je vais m'intéresser à leurs relations au voisinage. Et puis, je vais aussi écouter les animaux, parce que je fais de la communication animale. Finalement, quand on écoute les murs parler, on sait parler aux animaux, hein, c'est même plus simple. Et donc, du coup, j'écoute les animaux pour voir ce qu'ils ont à raconter aussi. Et du coup, il y a quelques animaux qui ont des anecdotes assez drôles sur les lieux. Donc voilà, c'est super, super vaste. Et Mmh. moi, ce que j'aime, c'est quand quelqu'un m'appelle en me disant: «Mon enfant dort mal, je pense que c'est de la mémoire des murs». Je leur dis: «Oui, c'est possible, mais pas que. Ça peut aussi être autre chose». Et donc du coup, je vais quand même avoir un regard toujours très global. Donc en fait, je passe toujours la maison dans ces différentes, sections de détection pour voir si l'enfant dort mal. Ben oui, le premier réflexe, on se dit: «Ça peut être de la mémoire des murs». C'est les gens, en fait, quand ils pensent: «C'est peut-être paranormal que mon enfant ne dorme mal, peut-être qu'il y a une influence invisible», ils pensent tout de suite à ça. Mais ils pensent pas que ça peut peut-être venir du ruban LED qu'il a suspendu au sommet de son lit ou, de l'influence du réveil ou le fait qu'il a mis sa multiprise sous son oreiller pour recharger son téléphone ou tu vois, en fait, ça peut être des choses très concrètes et c'est intéressant quand même de toujours passer la maison au crible de tout ça pour pouvoir, finalement avoir un regard global sur l'univers invisible et les influences du lieu sur l'habitant. Et c'est génial parce que tu imagines, du coup, ça demande un spectre de détection qui est tellement Ouais. vaste.
T'es là, Pour tu marier. sors les outils électro, après tu vas sur, des trucs, beaucoup plus dans le monde invisible, c'est génial. Mmh. Tu utilises des baguettes ou ça peut arriver? C'est utile ça, les baguettes? Oui, alors j'utilise les baguettes de sourcier et le pendule, je te dis sincèrement, c'est quand les gens, ils ont besoin du spectacle. Ouais, c'est ça, c'est pour le Parce que show. oui, c'est pour le show. Parce qu'il y en a, je vois bien qu'ils ont un petit air dubitatif quand ils me voient sans aucun appareil dans leur lieu. Parce que en fait, avec le temps, mon corps, il ressent tout à l'intérieur. Mmh. En fait, j'ai comme une espèce de carapace que je mets quand, je vais visiter des lieux ou que je suis invitée à manger chez des gens ou quand, voilà, je suis pas en mode géo-bio. Mais quand je suis en mode géo-bio, du coup, j'enlève cette carapace et mon corps devient un outil de détection et en fait, toutes les influences et les variations, je vais les sentir dans mon corps. Alors, c'est pas toujours agréable, mais j'ai appris derrière à me décharger. Mais si, par exemple, il y a eu une mort dans le lieu, je vais sentir comment la personne, elle est morte et si la douleur est de telle façon, je sens si la personne elle est coincée ou pas. Et puis je vais aussi la voir avec mes yeux, si elle est aussi coincée. Les personnes, décédées qui sont coincées dans le passage, je les vois avec les yeux. Donc voilà, c'est un peu des outils que j'ai depuis toute petite et puis que là je mets à disposition, des lieux. Donc les baguettes et le pendule, c'est juste pour montrer que j'ai un outil, ça rassure des fois les gens, mais dans l'absolu, j'en ai pas besoin. OK, OK. Et du coup, les réseaux telluriques, alors tu nous expliques un petit peu, qu'est-ce que c'est en fait? Et puis c'est quoi l'impact sur nous, pauvres Mmh. humains? Ouais, alors, ben, peut-être toi, Christophe, ou ceux qui nous écoutent, nous regardent, ont déjà, entendu parler de ces fameux nœuds, on appelle entre autres, les nœuds Hartmann. Mmh. Bah, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Alors ces nœuds, c'est des nœuds dans des sortes de lignes de force qui parcourent la surface de la Terre. Il y a, à la surface de la Terre toute une série de lignes que en géobiologie, on peut pas vraiment expliquer au niveau, de la réalité, physique actuelle, elles sont pas expliquées non plus. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des endroits dans lesquels on se sent bien ou on se sentira moins bien de manière répétitive. Celui qui a remis ça au goût du jour, c'est le docteur Hartmann, qui était un médecin allemand qui, dans les années, 40 à peu près, donc les années 40 de 1900, avait remarqué que quand, des personnes dormaient sur un lit à l'hôpital ou étaient sur un lit à l'hôpital, dans l'hôpital dans lequel il travaillait, les personnes, ne guérissaient pas ou mouraient directement. Et il s'est dit: «Mais est-ce que c'est le lit, le matériel du lit ou est-ce que c'est, l'emplacement?» Donc il a déplacé les lits, s'est rendu compte que c'était pas lié aux matériaux, mais que c'était lié à l'emplacement et donc il a commencé à s'intéresser à ce que ça pouvait être. À ce moment-là, il faisait de la radiesthésie et il a remarqué qu'il y avait des lignes qui passaient sur la surface de la Terre. Alors ça a été enfin, ce qui passait sur le lit, mais qui du coup, par amplitude, passait sur la surface de la Terre et Mmh. il a remarqué que ces lignes se prolongeaient, allaient dans une direction, enfin voilà. Et en fait, il a redécouvert les réseaux telluriques parce que, finalement, c'est quelque chose qu'on trouve sur tous les sites sacrés. Jusqu'à peu près en 1300, les sites sont construits sur ce type de lieu, ces grandes lignes de force. Après, ça s'est perdu. Les gens avaient d'autres soucis. Il y a eu la peste à ce moment-là. Et donc, l'intérêt pour les réseaux telluriques s'est complètement perdu. Mais, hem, heu, voilà, c'était redécouvert à ce moment-là. Nous, il y a 4 réseaux qu'on étudie et ces 4 réseaux, c'est une sorte de quadrillage qu'on va retrouver sur la surface de la Terre. Faut s'imaginer que ces réseaux, c'est comme un rayon qui sort du sol et qui monte jusqu'à à peu près 1 kilomètre dans l'air quand, l'espace est libre. S'il y a du béton armé ou des maisons, ben, en fait, ça va s'estomper avec le temps et on va quasiment plus les sentir à partir d'une certaine hauteur. Et ces réseaux, ils ont une influence sur le lieu parce qu'ils sont de nature élémentaire. Alors, il y a plein de théories différentes de nouveau. Il y en a qui pensent qu'ils sont de nature élémentaire, mais par rapport aux métaux, et que ça serait dû aux métaux en fusion dans le centre de la Terre. Et parce qu'il y a des métaux en fusion dans le centre de la Terre, à ce moment-là, comme la Terre tourne, ça génère des champs magnétiques et ce serait ça, ces réseaux telluriques.
pour moi, c'est de nature élémentaire à un niveau plus subtil avec les élémentaires eau, air, feu. Et pour moi, chaque réseau, et ça c'est aussi le cas dans le druidisme, chaque réseau est lié à un élément terre, eau, air ou feu. Et donc, on va redessiner l'emplacement de ces réseaux dans un lieu pour pouvoir interpréter la dimension des 5 éléments dans le lieu. On peut voir par exemple si un lieu il est très feu ou très terre ou qu'il a un vide de terre ou qu'il a un vide d'air ou etc. Ça nous permet de comprendre une influence globale de l'emplacement du lieu sur l'habitant. C'est vraiment, faut s'imaginer, ça fait un espèce de quadrillage là. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais de vous montrer, mais c'est vraiment comme un immense quadrillage de plein de lignes de toutes les couleurs superposées les unes sur les autres. Et ça permet de voir cette influence. C'est super intéressant, ça nous montre aussi où est-ce qu'on a des points pour s'ancrer, où est-ce qu'on a des points pour créer, où est-ce qu'on a des points pour Oui. liquider. Ça permet de voir aussi si une maison elle est désancrée parce qu'elle a un vide de terre, bah, l'influence que ça a sur le lieu. Une maison désancrée, c'est difficile de faire des économies, c'est difficile d'avoir des idées qui viennent dans le concret, c'est difficile de développer quelque chose parce qu'en fait on touche pas terre. C'est super intéressant de voir l'influence des éléments liés au réseau sur le lieu. Puis évidemment sur le lit aussi, parce que ces lignes, elles passent sur le C'est lit, il ça. y en a tous les 2 mètres. Ce qu'on appelle les nœuds, c'est des croisements de ces lignes. Puis on essaie d'éviter de dormir sur un croisement ou sur une ligne elle-même, mais c'est compliqué parce qu'il y en a tellement dans tous les sens que c'est presque chose impossible de pas dormir sur une ligne. Mais on a quand même un regard là-dessus et puis on va faire en sorte que les gens puissent être placés le mieux possible par rapport à l'influence de ces réseaux et aussi on a une action sur, la présence de ces réseaux. On va on va agir sur eux en fait pour pouvoir, permettre au lieu d'être plus stable au niveau du taylorisme. Mais c'est un aspect qui est très particulier en géobiologie. Puis tu sais, les gens autrefois, ils regardaient qu'un réseau. Nous, on en regarde 4, mais eux, ils en regardaient que un. Oui, Ils regardaient oui, que le réseau Hartmann. c'est ça. Mmh. Alors moi, c'est celui que je connaissais en effet, je connaissais pas forcément les autres. Et du Mmh coup, quand tu mh. dis qu'on va agir, c'est concrètement ça veut dire quoi? Alors en fait, ces lignes, elles ont une alternance positive, négative, positive, négative. C'est comme un peu, une onde et Ouais. les lignes positives, elles ont une influence d'amplification de notre champ d'énergie et les lignes négatives, elles ont une action de contraction de notre champ d'énergie et elles sont moins désirables dans un lieu. Mmh. On voit, c'est que les Romains, eux, donc quand on va, sur des anciennes villas romaines, ils allaient repousser toutes les lignes dans les murs. Donc en fait, ils prenaient tous les réseaux telluriques et ils se créaient un endroit neutre. Donc sur les villas romaines, on n'a pas de réseau à l'intérieur des maisons. OK. Malheureusement, dans les villages celtiques, pour ceux que j'ai visités, ils choisissaient plutôt un emplacement positif pour le centre du village, mais pour le reste, ça restait tel quel. Et ben, dans les églises actuelles, ils allaient choisir des emplacements très positifs et ensuite utiliser le poids du bâtiment pour mettre des croisements encore positifs sur les colonnes, par exemple, qui appuient très fort sur des endroits positifs. Et nous, on va neutraliser les lignes négatives, on va plutôt chercher à éviter les lignes négatives dans le lieu, tout en gardant les lignes positives à l'intérieur du lieu. Donc en fait, on va renforcer l'aspect positif du lieu en agissant sur les réseaux. Ça permet aussi au lieu d'être plus protégé, de moins recevoir les influences négatives des gens qui pensent du mal de la maison. Tu sais, il peut y avoir des voisins jaloux, ça va vite, hein, ce qu'on Ouais. appelle la malédiction. Des fois, ça a aussi une influence négative sur le lieu. C'est quelqu'un qui dit du mal de... Imaginez que voilà, quelqu'un aurait construit sa villa devant une autre villa, puis jusque-là, elle avait la vue. Et puis tout d'un coup, elle a plus la vue. Et puis chaque fois que la personne regarde par sa fenêtre, elle a ben autrefois on voyait le Mont Blanc, puis maintenant avec cette espèce de truc là devant, voilà, pas toujours avec des mots très sympas. Ben en fait ça c'est toujours des espèces de sorts qui sont envoyés sur le lieu. Et en fait en travaillant sur les réseaux, c'est comme si on travaille sur l'ossature du lieu. Et ben on renforce la solidité du lieu sur toutes sortes d'influences, entre autres celle-là, ce qui est super pratique. Donc en fait en vrai, moi je te dis Christophe, ce que je préfère travailler dans un lieu, c'est les réseaux telluriques. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'intérêt pour ça, mais moi j'adore. J'adore vraiment travailler. En plus, c'est des lignes de force de la Terre, c'est ce qu'elle est dans son essence. J'adore.
Et ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est très intéressant. Mais du coup, c'est parce que on peut imaginer que dans une maison, enfin, c'est pas que c'est plus simple, mais en tout cas, on a un bâtiment, Mmh. mais quand on est dans un immeuble avec des voisins au-dessus, en dessous, qui ont une influence sur nous, hein, à côté aussi, Mmh. ça va être un peu plus compliqué peut-être d'appréhender un lieu qui est un lieu multiple en fait, qui est pas juste une seule habitation. Ouais, alors c'est vrai que j'aime bien dans l'idéal faire tout le bâtiment, parce que ça permet d'avoir une sorte d'unicité dans le travail, mais très souvent c'est pas possible. Donc là je travaille que sur un étage et puis c'est comme si on va créer un espace sacré sur un étage, puis en dessus bah, les gens continuent de vivre leur vie. En dessous les gens continuent de vivre leur vie. On a une éthique qui est très forte en géobiologie, c'est qu'on ne corrige pas pour ceux qui n'ont pas demandé. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on ne peut pas agir sur tout le bâtiment si les voisins n'ont pas été d'accord. Donc souvent, je sensibilise les gens à essayer de questionner autour d'eux pour voir si on arrive à faire une forme d'unicité. Mais de nos jours, c'est rare que tout le monde connaisse ses voisins puis ose aller dire «Je vais faire un travail géobiologique». Ça vous intéresse? Les gens souvent, ils sont là: «Wow!» Ouais, elle parle J'essaie celle-là. Mais oui, puis même des fois en électrosmog, je capte des influences et je me dis: «Oh là là, mais on dirait un téléphone sans fil», avec, les fréquences qui sont utilisées. Je me dis: «Non, mais ça, c'est du DECT». Les DECT, c'est les téléphones sans fil mais fixes, en fait et je me dis: «Mais il doit le voisin, il a quel âge?» parce que souvent les personnes âgées, elles ont ces vieux téléphones, mais qui émettent, mais puissance 1000. Ouais. Et donc je leur dis: «Mais votre voisin?» peut me dire: «Oh, c'est une personne âgée, mais du coup, elle a son ouais, je crois bien qu'elle a son téléphone à côté du lit». Et puis moi, je dis: «Mais en fait, on ça a une influence jusque chez vous. Est-ce que on peut aller, sonner, peut-être juste voir avec elle si elle serait sensible à juste voir la détection et puis que je puisse lui dire qu'il existe des téléphones avec un mode écho qui fait que que l'émission est coupée dès qu'on pose le combiné sur la base». Ça peut aussi, être une excellente, voilà, prophylaxie pour plein de problèmes de santé et en fait, il y a des gens qui sont très ouverts et curieux, puis bien sûr, on fait pas rentrer n'importe qui dans sa chambre à coucher comme ça. Donc c'est aussi délicat, ça demande beaucoup de Ouais. psychologie, en fait, la géobiologie. C'est une écoute fine du lieu, mais aussi une écoute fine des limites de la personne en face de nous, ce qu'elle est capable d'entendre ou pas entendre, selon ce qu'on détecte dans son lieu. C'est super, c'est super intense. C'est vraiment quand je fais une expertise, j'en fais qu'une par jour, j'en mets pas 2. Même si je passe entre 3 et 4 heures sur le lieu, je pourrais imaginer en faire 2 par journée, mais non, par respect pour, le lieu, pour toute l'ampleur informationnelle que je vais détecter et par respect pour moi, je fais qu'une seule expertise par jour, hein. C'est tellement intense. Ouais, ça, je peux imaginer. Et parmi toutes ces, expériences que tu as vécues, sans citer, évidemment l'endroit, le lieu et cetera, mais est-ce que tu en as un qui t'a marqué ou qui était un peu différent de ce que tu as pu faire? Je sais pas, un truc un peu exceptionnel? Alors bon, j'ai eu des lieux très glauques, mais j'ai pas Ouais. forcément envie de vous en parler parce que, des lieux où il y a eu des meurtres et tout, Oh! avérés et tout, et puis ils me font venir derrière pour faire le nettoyage. Donc ça c'est voilà, pour moi qui vois les images, c'est pas très agréable quand on voit les images, on Mmh. voit la personne qui a tué, dans quelles conditions. J'entends aussi les voix, les cris et les odeurs, donc c'est vraiment pas agréable parce que dans ces moments-là, je suis toute ouverte, donc toutes les informations viennent. Mais un lieu qui m'a beaucoup fait sourire et que je retiens volontiers, c'est une dame qui m'a fait venir parce que son chat, avait dit en communication animale qu'elle recevait des coups de couteau pendant la nuit dans son lit et donc la dame, la communication animale, disait que son chat, voulait qu'elle fasse venir une géobiologue. Ou un géobiologue et donc du coup, elle me contacte avec ça, puis je me dis: «Ben, tiens, qu'est-ce que je vais trouver?» Donc Mmh. je vais dans cette maison, cette dame, elle habitait à Lausanne et puis en fait, je commence la détection, ça a été assez vite et en fait, je sens en effet que sur, le lit, en passant la main, je sens des lames de couteau qui sortent à l'endroit où la dame a mal au dos, parce qu'elle avait mal dans le bas du dos et le chat décrivait que c'était là qu'il y avait les coups de couteau qui sortaient
Et ben, du coup, premier réflexe, avant d'aller trop dans le monde invisible en me disant: «Il y a quelqu'un qui lui en veut et puis, qui lui fait du vaudou ou quoi que ce soit», pourrait directement partir dans des délires assez forts évidemment et enfin des délires qui peuvent être des réalités, hein, mais voilà, je pourrais très vite aller du côté complètement métaphysique, mais je me dis d'abord: «OK, on va d'abord voir ce qu'il y a sous le lit, en fait». Et en vrai, le mari de la dame faisait de l'alpinisme et il avait ses crampons pour les glaciers qui étaient posés lame contre le haut à cet endroit-là sous le lit. Et en fait, les lames de métal, ça crée des ondes de forme, on appelle ça. C'est comme si l'âme se prolonge dans le monde invisible et transperçait le dos de la dame. Et en fait, le chat l'avait remarqué. La dame avait mal au dos. Et en fait, je lui ai dit, bah, c'est très simple, hein. On va résoudre le cas en 2 minutes. Votre mari ne met plus son piolet pointé contre le haut. Et puis les crampons de glacier sous le lit, trouve un autre endroit pour son matériel métallique d'escalade et puis vous me rappelez pour me dire comment ça va, puis elle m'a dit: «Ah bah, j'ai plus mal au dos, c'est magique». Donc voilà, cas de géobiologie assez simple. Ouais. Le coupable était le mari, mais sans le Ah, savoir. exactement. Et Dans ce qui est le chouette, dans la c'est chambre à le chat, coucher, hein. Mmh? c'est digne d'un Cluedo, en fait, Ah ouais. C'est clair, non mais c'est ça qui est chouette en géobio, tu sais, c'est que c'est vraiment, tu te dis: «Bah, OK, voilà, qu'est-ce que je fais là maintenant en fait?» Et puis c'est ce côté détective que j'aime énormément dans cette pratique. mmh, C'est qu'en fait ça peut tout être et voilà un autre lieu où en fait la dame avait fait venir 4 géobiologues avant moi, j'étais la cinquième pour, un problème de présence négative à la cave. Les gens lui disaient toujours: «Mais c'est des masses noires qui se déplacent» et eux, ils se sentaient vraiment pas bien chez eux et elle me disait: «Les gens, ils viennent et les géobiologues viennent, ça va mieux une semaine et après ça va pas mieux du tout» et heu et en fait, ben, voilà, «Où est-ce que vous pouvez venir?» Moi, je me disais: «OK, il va y avoir des démons à la cave, peut-être qu'on est sur un champ de bataille avec des morts qui sont pas du tout en paix». Donc voilà, en géobio, ça c'est aussi un thème que j'ai eu. J'avais eu une fois un cimetière, un ancien cimetière mérovingien qu'il avait fallu, du coup, accompagner les suite au travail des archéos, en fait, quand ils ont fini les archéos, ben, les gens ont pu construire la maison sur le site et bah, il a fallu faire l'accompagnement des âmes pour que les âmes acceptent que c'était plus un cimetière, mais voilà. Et là, en l'occurrence, c'était pas ça et en fait, j'arrive dans la maison et la première chose que je sens, c'est l'odeur du mazout, mais puissance 1000, qui sortait de la cave. Puis, je me dis: «Mais en fait, ces masses noires que les géobiologues décrivent, c'est peut-être juste le mazout». Et en fait, ça s'est résolu hyper simplement. Je leur ai proposé de mettre une petite ventilation à la cave pour inverser, l'air, pour faire en sorte qu'au lieu que l'air, ben, soit aspiré à l'intérieur de la maison et que tout le monde tombe malade par les gaz et ouais. ben, qu'ils avaient des forts maux de tête, ils avaient des migraines et puis ils pensaient que c'était à cause de ces démons à la cave. Ben, en fait, qu'ils mettent simplement une petite ventilation pour que le mazout parte sur l'extérieur et puis qu'ils étanchéifient mieux les citernes. Et en fait, la dame, elle m'a rappelé après, elle m'a dit: «Mais, en fait, c'était que ça, c'était même pas un truc métaphysique». Je lui dis: «Oui, oui». Et là, de nouveau, c'était une expertise qui était faite en 5 minutes, mais c'est toujours super intéressant et ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit qui vient avec la pratique de se dire que ça peut tout être, tout C'est être. ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans les exemples que tu donnes, c'est que finalement, c'est très pragmatique et c'est Mmh. rarement des trucs, surnaturels ou compliqués ou, comme on peut l'imaginer, mais c'est souvent des choses toutes simples finalement, auxquelles on prête pas attention, comme tu dis, le téléphone portable qui recharge sous l'oreiller ou Mmh. les pics à glace, sous le matelas quoi, Et ça peut aussi être des choses complètement métaphysiques. Ça peut bien sûr être, des par exemple un ancien, alors à La Chaux-de-Fonds, il y a beaucoup ça, des anciens ateliers d'horlogerie où, le bureau du chef et tout, de l'entreprise d'horlogerie, où il a tous ses soucis de chiffres et ses calculs pour les montres et tout ça et ben, ça devient un loft et ça devient une chambre d'enfant et l'enfant dort pas parce que, ben, en fait, il est tout le temps en train de réfléchir la nuit. Puis j'ai dit: «Mais en fait, l'espace là, la chambre, elle est encore en mode bureau, donc ça va pas changer». ah Et ouais. ça m'est encore arrivé récemment, on était à Santorin
Et toute la famille, à 2 heures du matin, on se réveillait, on n'arrivait plus à dormir et on était complètement agités et on avait chaud, mais tellement chaud. Et donc du coup, je me dis: «Mais je vais quand même demander à la dame ce que c'était cette maison avant», parce que j'arrivais pas à comprendre et je me disais: «Mais c'est pas logique qu'on ait comme ça, des réveils à 2 heures du matin». Puis elle me dit: «Ah mais en fait, c'était une boulangerie avant». Et donc le boulanger à 2 heures du mat à fond, enclenché le Bah, four. oui, bah, Et le oui. lieu, il est encore, tout imprégné de ça. Bah, là, typiquement, comme je suis dans un lieu en location, un Airbnb, je ne me permets pas de faire les corrections. J'ai posé la question à la dame en lui disant: «Ah, bah, vous croyez à la mémoire des murs?» Elle a clos le sujet instantanément. Donc je me dis: «Ben, voilà, je vais si elle répond pas, en fait, à la perche que je lui tends, je vais juste faire en sorte que nous, on dorme, mais je vais pas agir sur la mémoire du lieu parce que ça fait partie, de la responsabilité de la dame». D'avoir envie ou pas de changer ça. Donc voilà, un petit peu les petits exemples. Mmh. C'est très vaste, hein. Ouais, 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 je peux imaginer, ouais. Je peux imaginer. Est-ce qu'on peut finir avec un exemple plutôt, hem, alors peut-être, comment Au niveau dire? des réseaux peut-être? Ouais, quelque Géobiologie? chose un peu dans la un peu plus, Ouais. Alors en géobiologie, typiquement dans les réseaux telluriques, des gens qui vont avoir, ben, il y a un quartier dans à Estavayer peut-être, j'espère que vous habiterez pas là. Je l'appelle le quartier des divorcés parce qu'en fait, il y a tout le monde qui divorce dans ce quartier. En fait, ce quartier, il est sur une immense ligne, une très grosse ligne parce qu'il y a des variations dans les lignes, des réseaux telluriques. Il y a des lignes simples, des lignes doubles, des lignes triples. Typiquement, Gavrinis, que tu affectionnes beaucoup, en Bretagne, est sur une quintuple ligne, donc une très, très grosse ligne du réseau Curie, qui est un réseau feu. Et ce réseau, quand il est en positif, il amène énormément de feu, donc c'est vraiment de la transformation, et cetera. Mais ce quartier des divorcés, il est sur une triple ligne du réseau Curie, feu, mais négatif. Donc ça enlève la passion, ça crée des tensions et ça crée aussi beaucoup de tensions au sein du couple parce que, ben, c'est aussi les organes sexuels, c'est l'envie d'être avec, enfin voilà. Puis les lignes négatives amènent aussi beaucoup de colère mmh, et en fait voilà, les gens, ils divorcent tous les uns après les autres. C'est des maisons qui sont a assez, collées mmh, et voilà, c'est assez rigolo, de voir, enfin, c'est rigolo oui et non. Ça a une influence réelle sur le lieu. Après, ben, moi, je peux pas me permettre d'agir sur le lieu en entier parce que de nouveau, on sait pas les gens ce qu'ils ont à retirer comme expérience de ça et ben, on dit, hein: «L'enfer est pavé de bonnes intentions». Ma bonne intention pourrait être de dire: «Bah, je neutralise ce réseau sur tout le quartier, comme ça les gens sont tranquilles», mais en fait, peut-être que leur expérience de vie doit passer par un divorce et je leur empêche de vivre ça. Donc c'est toujours délicat l'éthique, hein. ouais, L'éthique ouais, est c'est ça. compliquée, hein. Mmh, Et donc du coup, bah, moi je travaille pour une personne dans le quartier qui en a parlé à une deuxième. Donc au milieu, il y a encore une maison qui est du coup neutralisée et en fait, comme ça, il y a deux trois personnes qui petit à petit, font la démarche. Mais voilà. Sinon, ben, il peut y avoir des problèmes de cancer sur, certaines lignes en croisement, des gens qui pensent tout le temps la nuit, qui ont le petit vélo qui tourne, les syndromes des jambes sans repos, des enfants qui ont de l'énurésie, qui font pipi au lit aussi. Quand on est sur un courant d'eau, par exemple, les cauchemars quand on est sur des lignes négatives du réseau eau. Enfin, il y a beaucoup d'influences sur, le lieu par rapport à ouais. tout ça. Mmh. Oui, d'ailleurs, on souvent, quand on a des problèmes de sommeil, on se dit que le lit est pas tourné dans le bon sens parce qu'on n'est pas justement, Mmh. sur une ligne mais perpendiculaire et puis ça coupe, Mmh. ou des choses comme ça. Il y a un peu ces comment dire? Ces vieilles traditions ancestrales qu'on comprend pas trop parce qu'on voilà, ça Mmh. c'est un peu perdu. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où on sent on dort très mal. Ouais, ouais, exactement. Puis c'est difficile de pouvoir mettre le doigt dessus quand, finalement pour nous le monde invisible est comme inconnu. Tu vois, avec le temps, on se familiarise au monde invisible quand on œuvre avec, et quand on développe les facultés et les compétences par rapport au monde invisible. Mais les gens qui m'appellent, ils ont aucune idée du monde invisible tel qu'il est chez eux Ouais. et souvent ils ont peur. Ils me voient arriver, ils sont là: «Qu'est-ce qu'elle va trouver?»
Tu vois? Et ils connaissent pas non plus forcément mon métier. Ils s'imaginent que je suis peut-être une chasseuse de fantômes. Je vais débarquer avec un tambour chamanique et puis des plantes à brûler, alors que c'est peut-être juste une partie de mon travail et que généralement j'ai pas mon tambour pour ça. Mais j'utilise des plantes pour purifier. Enfin voilà, j'ai ça fait appel à pour moi de beaucoup de métiers, la géobiologie. Mmh. Ça fait appel à énormément de compétences. C'est pour ça peut-être aussi que c'est le la pratique que j'affectionne le plus parce qu'elle est vaste et elle fait appel à énormément d'autres de mes pratiques qui viennent se mettre dans la géobiologie et elle est hyper utile parce que, ben, où que je sois finalement, elle va m'être utile et ouais. Ouais, ouais, je vois bien que c'est pas juste l'étude des lieux parce que c'est des lieux avec des gens dedans, Ouais. plus des animaux souvent Mmh. et plus des fois des choses, d'autres choses ou pas. Donc ça fait beaucoup de ouais, ça je vois bien que ça utilise plusieurs compétences que juste, ce qu'on pourrait croire comme étant une activité de oui, bah, je vais chercher vos lignes telluriques, je vais les bloquer ou je vais les voilà, je vais faire 2-3 trucs. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui et puis c'est pas juste non plus, arriver dans un lieu et puis, rééquilibrer le lieu avec un tambour ou en chantant ou, voilà, ça demande en fait, pour moi plus de compétences, la géobiologie telle que nous on la pratique. Mais de nouveau, comme j'essaie de l'inscrire dans la tradition, j'essaie de faire appel à des choses ancestrales et typiquement l'électrosmog n'était pas quelque chose qui était étudié À l'époque, autrefois ouais. évidemment, on n'avait pas Mmh. l'utilité. Mais par contre, j'aime bien aussi que la pratique de la géobiologie en tant qu'art druidique actuel, bah, c'est pas juste un art ancien. C'est un art ancien qui s'inscrit dans une époque actuelle où il y a d'autres besoins et donc du coup, bah, typiquement mesurer l'électrosmog, c'est hyper intéressant parce que les gens, ils se disent: «Ah mais en fait, elle a aussi des appareils. Ah mais en fait, oui, on voit l'effet de l'antenne» et parfois les gens, ils me disent: «Ah mais j'ai super peur, il y a une antenne là-bas tout au fond, on la voit à 5 kilomètres à vol d'oiseau» et puis en fait, ils se rendent compte que leur Wi-Fi a beaucoup plus d'influence que l'antenne qu'ils voient là-bas, mais eux, ils la mettaient comme coupable de tous leurs maux. Mais quand je vais à l'extérieur et que je mesure les effets de l'antenne, j'ai des valeurs qui sont nettement plus basses qu'à l'intérieur à cause de leur Wi-Fi ou encore pire, leur téléphone dans leur poche. Oui. Donc ça aussi, il y a beaucoup en fait de choses où on va, faire de l'éducation finalement. On va, petit pouce, on va leur faire, de l'éducation, on va sensibiliser les gens à des sortes de déconstruction de croyances qu'ils peuvent avoir. Surtout dans le monde de l'électrosmog et puis des entités. Il y a des fois, il y a des gens, ils ont peur, ils disent: «Ah, il y a un ami qui est venu, il m'a dit qu'il y avait au moins 15 entités chez moi». Puis je leur dis: «Mais non, faudrait vraiment être sur un cimetière pour qu'il y ait 15 entités chez vous». Mais voilà, qu'est-ce que c'est une entité? Enfin, pourquoi une entité reste? Ça aussi, on pourrait faire une fois un épisode là-dessus, c'est super intéressant. Le Mmh. thème de la mort dans le Ouais. druidisme. Mais ça aussi, il y a tellement de croyances et de «qu'en dira-t-on» et d'erreurs transmises et en fait, bah, on peut vraiment avoir peur finalement et puis c'est plus cette peur qu'aura un effet négatif sur la santé de la personne que ce qu'il y a réellement dans le C'est lieu ça. qui finalement est pas si grave. Mmh. Donc voilà. C'est ça qui est intéressant en effet. Mmh mh. Alors on l'a bien compris que c'était un art, complexe, voire holistique, enfin c'était intéressant, heu, qu'est la géobiologie donc on va je pense que là c'était une première, Ouais, je pense. 1er tour, du sujet. On reviendra sûrement sur des choses plus concrètes, dans le futur. Mmh mh. Mais c'est un puis ce que j'aime bien alors moi j'aime bien ce message de dire: «On utilise un art ancestral, mais en 2024». Mmh mh. Donc on utilise des appareils de maintenant, il y a des situations les choses ont évolué donc c'est encore une fois de dire que le druidisme, c'est pas juste un art ou des arts qui sont, vieux de 2000 ou 3000 ans, Obsolète. c'est voilà, c'est pas du tout obsolète, c'est des choses, comment dire? Des pratiques Mmh. qui fonctionnent avec notre époque de maintenant aussi Mmh. et je pense faut pas l'oublier, quoi. Oui, souvent, les gens ils me disent: «Mais tu es druidesse, mais en fait, il y a plus de druides là maintenant». Je dis: «Oui, mais j'ai la fonction druidesse, mais dans la société actuelle». Bah, c'est ça.
Et ça a Si, toujours une place, en fait, la druidesse dans la c'est ça. Parce que société. c'est sûr que si tu étais une druidesse d'il y a 2000 ans, tu servirais à pas grand-chose maintenant, hein. Ce serait un peu compliqué, quoi, hein. Notre Puis, civilisation a quand même bien évolué. une druidesse, il y a quelques centaines d'années, j'aurais fini sur le bûcher, donc Déjà, ouais, préfère de venir toute maintenant. façon, voilà. On va éviter ce genre de choses, hein. Ouais. Voilà, bah, écoute, je crois qu'on va clore ce sujet pour aujourd'hui, en tout cas, et puis moi, je te remercie beaucoup de toutes ces précisions, et puis on va souhaiter, une belle semaine à nos auditeurs, auditrices, et Mmh. on se retrouve, très bientôt. À bientôt. Merci Christophe, merci à toi. Merci. Passez une belle journée. Et au centre un œuf de thon et un grand chêne.